Bonjour à tout le monde. Euh, du coup, on a deux intervenants aujourd'hui, qui est Morgan et Awaria Atchik. Et ce que je propose dans un premier temps, c'est qu'ils se présentent, histoire que ça introduise un peu notre débat et les questions qui s'en suivront. Awaria, si tu veux ouvrir. T'entends pas. Ouais. Et là, on m'entend bien? On m'entend mieux? Alors, bonjour, Aurélie. Merci d'abord pour cette invitation à débattre sur un sujet aussi important que la sécurité et le narcotrafic. Je suis donc militante depuis plusieurs années sur les secteurs nord de Marseille j'essaye, autant que faire se peut, euh, de prendre cette question un peu à bras le corps. Voilà. Est-ce que je dois rajouter autre chose? Je suis responsable d'une structure sociale depuis des années sur ces secteurs-là. Puis j'ai eu un mandat électif euh, sur le secteur du 13e et 14e arrondissement de Marseille, conseillère municipale, non, pardon, adjointe, pardon, adjointe de secteur, conseillère à la communauté urbaine et puis conseillère départementale. Voilà. Très bien, du coup, Morgan, je sais pas si tu as pu régler le problème de son que tu avais pour pouvoir te présenter à ton tour. Ouais, pardon, j'ai un peu loupé le début parce que je vous entendais pas, mais du coup, vous n'êtes plus censuré. Du coup, moi, je suis Morgan Jasinski, je suis notamment co-responsable de la commission prévention, sécurité et tranquillité publique des écologistes qui a été cofondée en 2020. Et puis, accessoirement, je suis aussi membre du bureau exécutif départemental à Paris des écologistes chargé du projet, des relations avec les élus et de l'écologie populaire. Et je pense que c'est important de le mentionner parce que même si la sécurité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas la priorité numéro un des Françaises et Français, ce sera quand même un sujet lors des prochaines municipales et il faut qu'on se mette en capacité d'en parler différemment de la cacophonie sécuritariste ambiante. Voilà. Alors, moi, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première question, qui est une question, vous le savez tous, là, d'abord, il y a une question qui est qui est énormément liée à l'actualité, et à l'actualité aussi du travail législatif qui est en cours, notamment sur les questions de narcotrafic. J'étais, il y a 2 jours, à un colloque avec François Ruffin, la maire d'Icherolles et la députée de Toulouse écologiste puisque ce texte-là arrive à l'Assemblée nationale sur les moyens donnés dans la lutte contre le narcotrafic. Et la question donc première de ce débat serait celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui les partis de gauche et le parti écologiste est capable de parler de sécurité, est capable de s'exprimer sur ces sujets et de trouver des solutions adéquates pour en fait surtout et comme on le sait tous parer et également à à ce fantasme qui est de dire que souvent la gauche ne se préoccupe pas des sujets de sécurité. Donc si vous le voulez bien, enfin peut-être Awaria, si on fait comme ça à chaque fois, tu pourrais répondre et ensuite Morgane en dire quelques mots également. Awaria, on ne t'entend pas. Je crois qu'il y a un problème de micro. Oui, je disais que c'était une question qui n'était pas facile. Elle nous est imposée. Elle est imposée, bien sûr, sur des questions politiques, mais elle est surtout aussi imposée sur des questions citoyennes, euh, parce que cette vision-là de la sécurité, elle est euh, compliquée à traiter sans les habitants. C'est-à-dire que si
on envisage de trouver des solutions politiques sans que on implique les habitants dans la globalité des problématiques qui les concernent, je trouverais, enfin voilà, je pense que ça serait un petit peu compliqué. J'enchaîne du coup. Le vaste débat. Je pense que je serais pas là si j'étais pas persuadé que les écologistes, en tout cas, et les partis de gauche de manière générale, avaient pas de réponse sur ces questions-là. Le problème, souvent, c'est pas tellement qu'on n'a pas de discours au-dessus et qu'on n'y a pas réfléchi, c'est que c'est difficile de se rendre audible dans ce que moi j'appelais la cacophonie avec un Bruno Retailleau qui va répéter qu'il faut frapper plus durement, un Darmanin qui va dire oh là là, on n'est pas assez ferme, on n'est pas assez autoritaire et du coup, typiquement les jeunes des quartiers font n'importe quoi parce qu'on n'est pas assez répressif. Nous, le discours qu'on a essayé de développer, en tout cas à la commission depuis qu'elle a été créée, c'est de dire que non seulement ce populisme il est inefficace pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des personnes, mais en tout cas, moi, je hiérarchise la sécurité des personnes au-dessus. Et ensuite, il est attentatoire aux libertés fondamentales, alors même que le service public de la sécurité, il est supposé garantir ces libertés, que c'est son rôle premier. C'est pas de réprimer les manifestations, c'est pas de réprimer les jeunes des quartiers populaires, c'est pas de réprimer les citoyennes et citoyens, c'est de garantir leurs droits et de garantir l'état de droit. Donc, quand on a un ministre de l'Intérieur qui commence à dire que l'état de droit, c'est un peu surfait et que du coup, on va se torcher avec, hein, pardon pour l'expression, moi, ça me semble assez inquiétant. Sur la question spécifique du narcotrafic, si je le prends comme exemple, la position officielle que nous, on a portée, c'est important de le mentionner avec la commission santé, parce que c'est pas qu'un problème de sécurité, le narcotrafic, c'est aussi un problème de santé publique avec la question de la lutte contre les conduites addictives. Nous, par exemple, on est évidemment pour la légalisation du cannabis, mais ça, c'est une position historique des Verts depuis des années et des années, que ça n'a aucun sens d'envoyer en prison des fumeurs de joint, hein, si je le dis un peu cash. Et puis sur les autres substances, parce que on a, moi, je suis militant du 19e arrondissement de Paris, j'habite juste à côté de Stalingrad. Par exemple, on a la problématique de l'usage du crack en situation de rue souvent. Il y a la question, je suis militant LGBTQIA+, aussi, il y a la question du chemsex, les drogues, c'est assez large en fait, selon les publics, ça touche tous les publics aussi, donc ça c'est important de le rappeler, c'est pas juste dans les quartiers populaires qu'il y a un sujet narcotrafic, mais c'est vraiment dans toutes les couches de la société. Et du coup, de ce point de vue-là, on est pour la dépénalisation à la portugaise qui a fait ses preuves. Ils avaient un gros problème d'héroïnomanie à la sortie de la dictature. Ils ont dépénalisé, donc ça veut dire qu'on décriminalise achat, détention et usage des drogues et qu'on se concentre évidemment sur une politique de santé publique. L'un n'empêche pas l'autre, hein, mais du coup, d'accompagnement des conduites addictives que nous, on a pu faire de façon pionnière dans nos villes comme Paris ou Strasbourg avec maintenant ça s'appelle les haltes addiction soins, mais avant ça s'appelait les salles de consommation à moindre risque sur certains usages. Et typiquement, en fait, c'est de la réduction des risques et des dommages. Et du coup, plutôt que d'envoyer le consommateur qui potentiellement est en situation d'addiction en prison, on va l'accompagner. En fait, on estime qu'il y a besoin plus d'un médecin que d'un policier pour accompagner ce type de situation. Après, c'est une question sécuritaire parmi d'autres, la question des drogues. Et évidemment, il y a tout le reste de la police du quotidien, comment on fait pour accompagner les gens, pour au hasard permettre aux femmes victimes de violences. Là, je lisais il y a pas longtemps la difficulté pour les femmes racisées, potentiellement sans papier, pour aller déposer plainte contre des conjoints violents. Typiquement, c'est parce que déjà, il n'y a pas assez de formation dans la police sur l'accompagnement des victimes de VSS. Et puis, c'est aussi parce qu'on a quand même un bon gros problème de racisme systémique dans la police, qui relève aussi de la formation, qui relève le cas échéant de sanctions quand des faits de violence ou de racisme sont dénoncés, de protection des lanceurs d'alerte aussi. Et ça, c'est des choses qu'on a pu adopter comme position. Mais je vais essayer de pas être trop long. Voilà. Et donc, pour poursuivre notre débat, moi, la question que je me pose, et j'entends bien ce que tu nous dis, qui est extrêmement intéressant, qui est de se dire, en fait, de ne pas être réducteur sur ces questions et de ne pas traiter les questions de sécurité sous un seul aspect, mais plutôt sous un aspect d'un ensemble d'éléments.
Mais si je me fais un peu l'avocat du diable sur les questions de répression, sur les questions de circulation des armes à feu, sur toute la violence que les questions liées aujourd'hui aux différents trafics arrivent jusqu'à dans nos villes, euh, est-ce que vous pensez que, encore une fois, la gauche, elle a les moyens d'être audible, elle a les moyens, et les écologistes ont les moyens aujourd'hui de se faire entendre euh, sur ces questions-là, parce que c'est souvent le procès qui nous est fait, d'être beaucoup trop, et un peu moins direct. Alors je ne dirais jamais qu'il faudrait que nous ressemblions aux partis traditionnels, et tu l'as très bien expliqué, Morgane, qui explique qu'il faudrait toujours plus de répression avec toutes les conséquences qu'on connaît et la manière de survoler les problèmes. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on se rend concrètement audible sur ces sujets? Alors, Roya, si tu veux. Ben, on a toujours souffert à gauche d'une réputation qui était un peu angélique sur ces questions de sécurité, de circulation des drogues, des armes, parce on ne souhaitait pas l'aborder de la même manière que les autres partis de droite, par exemple, qui parlaient des questions de sécurité euh, de façon très rigide, très répressive, alors que peut-être que la question de la sécurité abordée par l'ensemble des partis de gauche doit être une vraie question. Je pense qu'il ne faut plus avoir peur de parler de sécurité parce que les citoyens et les Français attendent que l'on puisse utiliser des mots qui ne soient pas tabous. Ensuite, y mettre du contenu comme Morgane a pu expliquer déjà tout le travail qui a été fait dans le cadre des commissions que vous avez pu avoir et des analyses de votre parti sur cette question-là. Je la trouve assez fine et assez adaptée. Et donc, pour être audible, il me semble qu'il faut ne pas hésiter à parler de sécurité en lui donnant un contenu certainement différent, mais utiliser le mot de sécurité et ne pas hésiter aussi à parler du sentiment d'insécurité, parce que le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose qui existe, qui nous est opposé tous les jours, quels que soient les territoires, que l'on soit dans des territoires populaires ou ruraux. En tout cas, la question de l'insécurité, c'est une chose qu'il faut absolument dégonfler et, et aussi travailler, parce que c'est un sentiment avec lequel on a du mal à dialoguer avec la population. Parce que quand un groupe de personnes se sentent en insécurité, ce sentiment-là qui est récupéré par les partis de droite et d'extrême droite pour faire monter toutes ces questions de racisme, euh, c'est euh, c'est très difficile ensuite de venir expliquer qu'en fait non, il faut prendre la question de façon beaucoup plus globale, qu'il faut d'abord travailler sur des questions de sécurité sociale, d'ambiance dans la société, alors que en fait, l'ambiance qui est quand même perçue par les habitants, et en même temps, on ne va pas s'extraire nous-mêmes. Parfois, on a un sentiment d'insécurité qu'il faut se permettre de travailler. Peut-être, ouais, pour compléter, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est un peu ce que j'appelle le procès en bisounoursisme de la gauche et des écolos en particulier. Mais en tout cas, cette idée qu'en fait, on serait trop laxiste et qu'on est mauvais sur les questions de sécurité. Je pense que c'est vrai qu'on a une petite tendance idéologique à y aller en se pinçant le nez parce que, on considère un peu que c'est un gros mot. D'ailleurs, ça a été un gros débat au moment de la création de notre commission. Moi, j'étais de ceux qui voulaient que le mot sécurité apparaisse et qui considéraient que c'était pas un gros mot et notamment sur l'argument que bah, c'est pas parce que c'est un mot dont la droite, enfin les droites dures et l'extrême droite se sont arrogés le monopole qu'il fallait leur en laisser le monopole et qu'il fallait pas en parler. Et en plus, c'est un mot qui, contrairement par exemple à sûreté, qui veut pas tout à fait dire la même chose,
parle plus au commun des mortels et du coup qui me semblait important à employer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, de la même manière, en fait, on n'est pas complètement opposé à la répression. Il y a des moments où on est obligé d'agir, mais par contre, du coup, il faut que ce soit dans la stricte proportionnalité. Et nous, ce qu'on reproche au maintien de l'ordre actuel, c'est qu'il respecte plus les principes de nécessité, de proportionnalité. Enfin, il y a quatre principes, je me souviens plus exactement lesquels, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la doctrine du maintien de l'ordre française ne respecte plus ça. Enfin, on l'avait fait sur une projection débat du film de David Dufresne, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Un pays qui se tient sage, où il avait notamment incroyablement documenté la crise des Gilets jaunes et sa gestion par l'État. Et en fait, bon, ça a donné le nombre de mutilés qu'on sait. Après, il y a eu les méga-bassines, la criminalisation des luttes écolo. Bah, ça, typiquement, c'est de la répression qui est de la surrépression et qui n'est pas du tout proportionnée. Et donc, du coup, bah, ça vient entacher la relation police-population qui devrait être rétablie à notre sens. Et en fait, on sait que les policiers ont un métier difficile, souvent dans des conditions de travail qui sont pas top. Enfin, je pense là à la récente période des JO à Paris, où ils n'avaient pas le droit de prendre des congés payés, etc. Bah, évidemment que chez les écologistes, on est pour le droit du travail, y compris pour les policières et policiers. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est comment on fait en sorte que cette proportionnalité, elle soit respectée dans l'action publique, que ce soit le maintien de l'ordre ou la police du quotidien. Ce que je rappelle toujours, c'est que par exemple, un président comme Nicolas Sarkozy, c'est celui qui parlait le plus de sécurité. Et au final, c'est aussi celui qui a le plus coupé dans les effectifs humains de la police nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a complètement supprimé la police de proximité. Et typiquement, chez les écologistes, on est favorable au rétablissement d'une police nationale de sécurité. Je le dis à dessein parce qu'il y a une tendance à la confusion avec les polices municipales qui, normalement, ne devraient pas avoir les mêmes prérogatives et les mêmes compétences que la police nationale, avec une tendance à vouloir surarmer les polices municipales et à vouloir leur faire jouer le rôle de la police nationale. Pour la bonne et simple raison qu'il y a eu des vases communicants enfin, que les effectifs de police nationale se sont réduits à peau de chagrin. L'exemple que je cite toujours, bon, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a eu des troupes qui ont été rapatriées d'un peu partout en France, mais typiquement pendant les JO, la préfecture de police de Paris s'est félicitée que c'était impeccable au niveau maintien de l'ordre, etc. Bon, déjà, on a dénoncé le nettoyage social préalable aux JO, mais il y a quand même aussi ce truc on a remis des effectifs humains sur le terrain et bizarrement, ça marche mieux quand on a des effectifs. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est pour mettre de la police partout, mais qu'en tout cas, bah, typiquement, la vidéosurveillance ne remplace pas des effectifs humains, correctement formés aussi, et pas forcément surarmés. On a une des polices les plus armées d'Europe. Bah, ça donne des accidents en manifestation, ça donne, je me souviens qu'on avait pris une position contre les LBD, par exemple, parce que dans le cadre de l'affaire Lola Briga, où on demandait l'interdiction des armes de guerre parce que c'est pas du tout proportionné pour le maintien de l'ordre. Voilà, je sais pas si je suis suffisamment clair, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment cet enjeu de proportionnalité à trouver qui fait qu'en fait, ça veut pas dire qu'on doit s'interdire de parler de répression, de sanctions, même si on va jusqu'au pénal après. Encore faut-il réfléchir au caractère pédagogique et à la réinsertion possible, typiquement si on raisonne sur la prison. Si on envoie quelqu'un en prison pour que on n'ait pas à gérer sa sortie, etc., bah, il y a quand même de fortes chances que la personne récidive et du coup, on passe à côté de l'objectif qui est quand même de réduire la violence, de réduire la délinquance, de réduire l'insécurité. Et juste dernier point pour pas être trop long, je rejoins un peu aussi Awaria sur la question de l'importance de dissocier l'insécurité réelle et le sentiment d'insécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'adresse au sentiment d'insécurité des gens, mais il faut quand même le remettre en perspective aussi et dire, bah, typiquement, tu parlais des zones rurales, bah, souvent, en fait, c'est les personnes qui sont le moins confrontées à l'insécurité réelle. Bon, il y a des questions d'atteinte aux biens, de cambriolage dans les zones rurales, etc., mais l'insécurité n'est pas la même. Et qui vont avoir le plus peur des personnes migrantes, par exemple, alors qu'il n'y a pas du tout d'immigration dans ces coins-là. Et donc, du coup, c'est aussi intéressant de remettre tout ça en perspective avec bah, le rôle des médias dans le sentiment d'insécurité, le rôle de la classe politique aussi, et la responsabilité de la classe politique à faire ce que j'appelle les marchands de peur. Est-ce qu'il y a vraiment aussi ce truc-là où nous, écologistes, on essaye d'être un peu la voix de la raison au milieu Et, bah, de cette cacophonie, quoi. je vais passer la parole à Waria et ce que tu viens de me dire me reflète bien aussi le combat qui est à mener, qui est un combat aussi médiatique. Mais il y a un combat aussi de positionnement parce que je sais que les écologistes
ont été traversées sur les questions de caméras de vidéosurveillance, sur l'armement des polices municipales on en discutait d'ailleurs avec la maire d'Ischol qui nous expliquait pour elle ce que voulait dire la caméra de vidéoprotection et le sens qu'elle lui donnait dans son développement et son déploiement sur sa ville. Et je trouve que ça serait intéressant aussi que vous vous exprimiez là-dessus, mais on a aussi quelques questions dans le chat. Je sais qu'Awaria voulait réagir au propos et à ton développement, mais il y a une question de Vanny qui est la suivante. Sauriez-vous indiquer d'où vient ce sentiment d'insécurité? Comment est-il explicité sur le terrain? Et est-ce lié à leur vécu, aux médias, aux autres? Il y a une autre question de Guillemette Fessy. Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation, mais important de rappeler que si la violence des jeunes augmente, au contraire, leur délinquance baisse. Le Monde, mercredi dernier, donc ça c'est un article dont il fait référence, de moins en moins de jeunes commettent des actes de délinquance. Et ensuite, si vous voulez bien, moi j'avais deux ou trois questions à vous soumettre, mais déjà celles-ci, elles sont plutôt pas mal. Donc, Amaria, si tu veux bien répondre. Oui, sur la question de l'insécurité, je vais m'expliquer. Effectivement, bien sûr, Morgane, tu as raison, qu'il faut mettre certains sentiments en perspective et quel que soit l'endroit où on va se trouver et le sujet de l'insécurité euh, peut être effectivement un peu débattu. Mais le sentiment d'insécurité ne vient pas simplement de la question de la médiatisation de certains sujets ou de la manière dont certains politiques s'en emparent. Mais quand vous êtes sur des territoires qui sont complètement désertés des services publics, et notamment le service public de la police, et que vous êtes obligé pour des questions de violence domestique, de passer par un dépôt de plainte en ligne qui ne correspond pas du tout à la situation de fragilité dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous avez été atteint par cet objet-là. Je trouve que c'est compliqué. On va vers des jours en tout cas, on prend un futur compliqué sur cette question de l'insécurité quand on sait que il y a de moins en moins de, de, de lieux d'accueil pour prendre les plaintes des personnes. Il y a de moins en moins de policiers, même si on a bien sûr une communication en veux-tu, en voilà, sur le nombre de policiers qui ont été créés, le nombre de postes et de policiers déployés sur des secteurs. Il n'empêche que oui, peut-être qu'il faut repenser la police de proximité, il faut remettre de l'humain. Sur ces questions-là, sur ces questions de sécurité, pour pouvoir travailler sur l'insécurité. Lorsque vous ne pouvez plus avoir accès à un commissariat de police parce qu'il est trop éloigné ou parce que justement on est sur des questions numériques et que le dépôt de plainte il va pas se faire au commissariat où vous allez être accueilli par une personne qui va peut-être aussi dégoupiller certains sentiments que vous avez pu traverser, qui vous ont traversé. Je trouve que ça va devenir de plus en plus compliqué. Et une personne qui ne sait pas aller sur Internet pour déposer plainte, eh bien, elle va venir alimenter encore une fois ce sentiment d'insécurité. Alors, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais bon, en tout cas, l'idée que de ne pas mettre de l'humain, encore une fois, dans cette question de politique publique de la sécurité, euh, est très, très compliquée. Alors, il y a quelques questions qui sont énormément d'actualité. Je veux parler du statut de Roppongi, qui est un statut particulier qui donne la possibilité, notamment à de jeunes adolescents qui participent du trafic de drogue de manière générale, de pouvoir collaborer, enfin on les appelle repentis ou collaborateurs de justice. Ça va être débattu à l'Assemblée nationale et
c'est un peu le statut à la façon italienne dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Il y a celui également du statut qui serait une garantie aussi pour les nourrices. Donc il y a deux grosses questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend en charge ces victimes qui sont aussi des victimes du trafic de drogue. Et ça, c'est une question bien particulière. Et donc notamment du fait du rajeunissement de ces auteurs. Et il y a aussi une question qui, nous en sommes aperçus, est très sous-traitée sur des questions de sécurité, qui est aussi la prostitution dans le deal, qui est un vrai sujet. Et pour lequel aujourd'hui, ben justement, on a beaucoup, enfin en tout cas les réponses sont extrêmement faibles en face, que ce soit des politiques ou même de la justice et des outils aujourd'hui pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. Peut-être, ouais, pour compléter sur ces questions-là, puis répondre un peu aussi aux questions du chat. Enfin, il y avait la question d'où vient le sentiment d'insécurité. Bon, c'est un peu ce que j'essayais de dire et ce que Awaria disait aussi, hein, c'est qu'il y a, enfin, c'est un continuum, la sécurité, et que bah, notamment le sentiment d'insécurité peut venir aussi d'une politique d'urbanisme qui est pas correctement faite. Enfin, moi, je vois comment on a galéré à refaire la place de Stalingrad où il y avait des réels problèmes d'insécurité, mais aussi un sentiment d'insécurité parce que l'espace est aménagé de telle manière que bah, les gens ont l'impression que c'est sale. Et puis ce que disait aussi Awaria sur le fait que dans les quartiers populaires, il y a une désertion et un sentiment d'abandon par les services publics qui fait que bah, les gens ont l'impression de vivre dans un environnement sale, que ça donne un sentiment aussi d'insécurité. Enfin, ça nourrit en tout cas ce sentiment d'insécurité. Merci Cyrine d'ailleurs pour le rappel des principes de maintien de l'ordre des Nations Unies. Il y avait la question pour ou contre le rétablissement de la police de proximité. Bon, ça je l'ai déjà dit. En fait, on est pour. C'est Sarkozy qui disait que le rôle d'un flic, c'est pas de jouer au foot avec les gamins des quartiers. Ben, nous, on pense tout l'inverse. Parce que justement, en fait, déjà quand vous avez tendance à intervenir en maintien de l'ordre et qu'en face vous avez votre cousin, votre petit cousin, etc. Là, vous allez avoir moins tendance à user de la matraque. Je crois que c'est Raphaël dans un de nos ateliers qui rappelait aussi que, par exemple, aux Pays-Bas, les policiers ont tous un nounours dans leur voiture. Ça a l'air ridicule dit comme ça, mais en fait, pour les interventions sur des enfants avec violence intrafamiliale, bah, c'est aussi un moyen de correctement accompagner les victimes et les policiers sont formés à ça. Il y avait la question du budget aussi, qui est importante. Le budget, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait, et y compris au sein des forces de l'ordre, y compris au sein de la police nationale. Bah, quand vous investissez des milliards et des milliards sur des grenades et des armes de guerre pour le maintien de l'ordre, bah, pendant ce temps-là, vous n'avez pas des milliards et des milliards pour, au hasard, augmenter les policières et policiers, refaire les bâtiments des commissariats pour accueillir correctement les personnes qui souhaitent déposer plainte. Et donc, tous ces choix budgétaires sont des choix politiques. Et par extension, vous pouvez pas rétablir une police de proximité et même raisonnement sur la vidéosurveillance qui finit par coûter cher pour peu d'efficacité. Donc, il y a toujours aussi ce rapport coût-efficacité à interroger. La scène, je me souviens plus exactement de ta question, mais du coup, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Et oui, sur la police britannique, Rémi, merci de la question. C'est un vrai sujet, et notamment sur l'impunité des violences policières. Par exemple, nous, on a l'IGPN et l'IGGN, donc l'Inspection générale de la police nationale et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale où en fait, basiquement, c'est jugé parti parce que c'est des policiers qui jugent d'autres policiers. Donc, vous le donnez en mille, la défenseur des droits dénonçait qu'il y avait plus de sanctions et qu'en gros, les plaintes étaient très peu suivies des faits et que souvent les enquêtes sont enterrées. En Angleterre, à l'inverse, c'est une institution indépendante. Donc, on n'a pas tout à fait tranché cette question à la commission sécurité de savoir si on veut une instance complètement autonome ad hoc ou si on veut une juridiction de droit commun pour juger les policiers qui commettraient des exactions. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un gros problème d'indépendance sur ces choses-là. Et si je déplace aussi le problème sur le terrain de la lutte antiterroriste, ça passe très mal de le dire politiquement, mais en France, on pratique beaucoup les exécutions extrajudiciaires. Alors certes, c'est des scènes de guerre, Bataclan et tout ça, mais en Angleterre, en général, un policier correctement formé, il peut tirer dans la jambe plutôt que dans la tête, et donc du coup, traduire en justice derrière la personne qui commet un acte de terrorisme. En France, on les exécute, basiquement. Alors qu'en fait, on a aboli la peine de mort, mais bon, c'est un... Ouais. Donc oui, on gagnerait à s'inspirer de la police britannique. Alors, il y a des questions, pour moi, en fait, la question que je vous ai posée, je pense qu'elle est un peu technique, parce que le statut de repenti est un statut qui est encore en débat, et je pense que pas tout le monde maîtrise.
les subtilités de ce statut qui pourrait être réservé prochainement à des personnes qui collaboreraient avec la justice dans le cadre de la loi narcotrafic. En revanche, il y a les questions de sécurité du quotidien qui nous sont souvent posées, que ce soit sur les plateaux, et tu l'as bien expliqué. Il y a une dame dans le chat qui avait l'air de dire la même chose, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui les enjeux de sécurité du quotidien, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans la rue. Moi, j'entendais aussi la maire d'Ischrol qui expliquait que la sécurité, ça passait aussi par le mobilier urbain, l'aménagement du territoire. Comment est-ce que, en fait, on éclairait un peu plus une rue? Comment est-ce que on faisait en sorte à ce que, justement, certains endroits mal sécurisés, on pouvait aussi compenser par une présence euh, un peu plus efficace, soit des policiers municipaux, mais aussi de la vidéosurveillance. Euh, Où est-ce qu'on en est sur ces sujets? C'est-à-dire notamment la question de l'armement des policiers municipaux, de la vidéosurveillance et aussi de l'aménagement urbain sur certains endroits, savoir comment est-ce qu'en fait on rend nos rues plus sûres. Et ça, après, voilà, on touche à toutes les questions de sécurité liées, que ce soit au transport, et dans le milieu professionnel, comme a pu être posé la question dans le chat. Je vais commencer par la question de l'armement ou du désarmement des policiers municipaux. Euh, Aujourd'hui, cette question, elle est un peu compliquée à aborder et politiquement, elle sera difficile quand on connaît la situation, en tout cas dans les quartiers populaires. Si on explique qu'on va désarmer la police municipale, euh, quand on connaît la situation et la manière dont sont armés certains jeunes de nos cités, ça serait encore alimenter ce sentiment d'insécurité. Si on veut lutter contre le sentiment d'insécurité, c'est peut-être pas cette question-là qu'il faudra aborder en premier. Mais même si elle nous est imposée, ça c'est clair, mais elle est extrêmement compliquée pour nous. Sur ce qui se discute en ce moment à l'Assemblée nationale concernant les repentis, hein, les jeunes repentis. Euh, il y a eu un travail, une réflexion qui s'est menée depuis très longtemps sur la manière dont on peut protéger notamment les familles des jeunes qui posaient des actes de délinquance violents et qui étaient eux-mêmes dans cette espèce euh, de violence par procuration presque, euh, qui était aussi en insécurité et qu'on cherchait à protéger. Et donc, avec les services de la préfecture, on tentait d'extraire des familles pour les mettre ailleurs. Mais bon, on déplaçait quand même le problème parce que, bien sûr, il y avait pas du tout d'anonymat. Et puis, les communes alentours n'avaient pas forcément envie de se voir rappliquer des familles qui étaient liées au narcotrafic. C'est aussi un sujet compliqué dans le sens où il y a cette limite qui est imposée, qui est liée au meurtre. Et quand on sait comment les choses elles se passent dans ce type de situation, on aura rarement des jeunes qui n'ont pas été impliqués dans des meurtres, hein. Je dis pas que 100% des jeunes qui sont dans le narcotrafic ont certainement tué, mais on a quand même un certain nombre d'entre eux qui ont porté des armes, tiré et souvent blessés et parfois tués. À cela, si on ne permet pas non plus d'avoir cette porte de sortie pour s'extraire de ce marasme dans lequel ils se sont retrouvés, je trouverais la solution un peu à moitié résolue. Il y avait une autre question à Seine?
Mais là, pour le coup, il y a une personne qui a levé la main et donc c'est Guillemette Plessis et peut-être le faire intervenir tout de suite. Et la seconde question, c'était la sécurité du quotidien et c'est ça allait dans le sens de comment est-ce que lutter sur ce sentiment à travers Voilà. l'aménagement urbain, la vidéoprotection et l'armement de la police municipale. Mais je pense que avant que Morgane et toi poursuiviez sur ce débat, on pourrait prendre la question de Guillemette. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là aussi. Alors, en fait, je reviens au sentiment de sécurité et insécurité. J'ai deux choses deux remarques à apporter. Enfin, je me souviens j'ai pas le souvenir de cours de psycho où j'avais appris que sentiment de sécurité et d'insécurité, ce n'était pas un continuum. C'était deux lignes différentes. Et justement, c'est pas les mêmes choses qui donnent un sentiment de sécurité, et qui inversent le sentiment d'insécurité. Euh, et, et donc, voilà, déjà, il y a ça. Il faut avoir, justement, c'est important de distinguer les deux, justement. Et l'autre chose, c'est toujours dans le même article du Monde, là, de mercredi, qui tombe vraiment bien à pic. Il parle d'un phénomène social, enfin, d'un truc social. C'est le chercheur que je connaissais pas du tout, hein, Fabien Jobard. Et ils le citent. Ils disent, plus un phénomène social se raréfie, donc là, ce serait la délinquance des jeunes qui baisse, plus les formes de subsistance du même phénomène sont susceptibles de susciter une forte indignation dans l'opinion publique. Ce qui veut dire que moins on va avoir délinquance de jeunes, et plus quand il y aura la délinquance de jeunes, ça va apeurer les gens. Et donc, on peut avoir, avec une délinquance qui baisse, un sentiment d'insécurité qui monte. Et donc, et en plus, alors si on se dit que justement les lignes sentiment de sécurité et d'insécurité sont pas les mêmes, ben finalement sur le sentiment d'insécurité, à mon avis, il faut peut-être le laisser tomber, celui-là, faut pas s'en occuper. Tant pis, on peut rien faire là contre. Par contre, il faut chercher tout ce qui va pouvoir augmenter le sentiment de sécurité. Et c'est peut-être là qu'on peut avoir des leviers d'action. Et donc la police de proximité et compagnie, quoi, plein de choses que vous proposez. Hein. Il faut peut-être pas se focaliser sur le sentiment d'insécurité. C'est peut-être une impasse d'aller là. Je pensais ça, pas ça avant le début du webinaire, ça m'est venu en vous écoutant et en repensant à l'article, etc. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être pour Très essayer de compléter intéressant. un peu les réponses qui ont été faites jusqu'à présent. Alors sur la question du sentiment d'insécurité, effectivement, les réponses doivent être plurielles. Je suis pas sûr qu'il faille le laisser de côté. De toute façon, le sujet, c'est toujours d'avoir des politiques de court, moyen et long terme. Les écolos, on est plutôt connus pour les politiques de long terme, puisque l'écologie, c'est un autre rapport au temps, n'est-ce pas? Et ça marche aussi sur les questions de sécurité. Par contre, en fait, ce qu'on nous reproche, c'est comment je réagis dans l'urgence d'une situation de violence, et ça, en fait, je pense qu'on n'y coupera pas. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles certains de nos élus cèdent sur des lignes rouges, et je pense notamment à l'armement de la police municipale, qui, pour moi, en tant que co-responsable de la commission sécurité, n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'on avait défendu à Paris, et c'est pour ça qu'on était contre la création de la police municipale elle-même, puisqu'elle n'existait pas à Paris à l'époque. Bon, malheureusement, c'est Anne Hidalgo qui a gagné l'élection municipale de 2001 et elle a créé son loulou en jurant crachant qu'elle n'armerait jamais la police municipale. Mais au hasard, si la ville bascule à droite, moi j'avoue que j'ai des sérieuses raisons de penser que la police municipale finira par être armée. Petite précision, on parle d'armement létal, hein, enfin d'armement arme à feu, et c'est pas pour autant qu'on était contre, par exemple, le tonfa ou le taser, à condition effectivement qu'il y ait une formation, une habilitation, etc. pour l'utiliser. Maintenant, de toute façon, on a un gros sujet qui est ce que je disais, la réduction des effectifs de police nationale. La difficulté pour les communes aussi, et pourquoi on est contre le fait que la police municipale soit une police de proximité, tout simplement parce que ça crée des inégalités territoriales sur le service public de la sécurité. C'est-à-dire que vous allez avoir les villes qui vont avoir des moyens et d'autres non. Au hasard, moi j'étais directeur de cabinet à Arcueil, qui est une ville de 22 000 habitants.
bah, quand Paris a créé sa police municipale, on était absolument plus compétitif sur les salaires, et ce qui fait qu'on avait 10 postes de police municipale ouverts et seulement 3 de pourvus. Donc autant vous dire que moi, quand j'avais des appels d'habitants et habitantes qui me disaient mon voisin fait trop de bruit le dimanche, j'ai un nid de poule dans ma rue, il y a une rixe entre élèves du collège, etc. Ben, j'étais bien en peine de faire intervenir la police municipale parce qu'ils étaient trois à tout gérer et qu'en fait, c'était pas tenable, quoi. De la même manière, ce que me disait Yasmine Bouaga, qui est la maire du premier arrondissement de Lyon, elle me dit que bah, du coup, ce recrutement de policiers municipaux a aussi battu en brèche leur politique de rééquilibrage salarial pour les agents de la municipalité, notamment en faveur du secteur de la petite enfance, qui sont des secteurs plutôt féminisés, alors que la police municipale est plutôt masculinisée. Et du coup, en fait, comme ils devaient augmenter les salaires de la police, bah, du coup, ils ont plus le budget pour augmenter les assistantes maternelles, etc. Donc du coup, c'est des vraies questions budgétaires. Sur la question des repentis, pour aller rapidement, moi, c'est des choses que j'ai pu étudier sur l'Amérique latine et Mexique, Colombie. C'est assez intéressant parce qu'en fait, la politique de lutte contre les drogues qu'on mène à l'heure actuelle, elle est complètement idiote parce qu'en général, on prend le bas de l'échelle hiérarchique du narcotrafic et du coup, en fait, c'est un peu l'hydre de l'herbe. Vous coupez une tête, il y en a 10 qui repoussent. Ça n'a aucun sens parce qu'en plus, on se retrouve souvent dans des quartiers où il y a beaucoup de taux de chômage et où en fait, c'est plus avantageux de se livrer au narcotrafic que d'aller chercher un SMIC chez McDo. Je caricature un peu, hein, parce que c'est pas exactement ça, mais du coup, il y a une forme d'emprise. Et du coup, c'est très difficile pour les personnes de sortir des réseaux, surtout quand elles y rentrent mineures et donc par définition influençables. C'est aussi la raison pour laquelle, normalement, dans un état de droit et une démocratie normalement constituée, on a une zone de tolérance pour les mineurs sur la délinquance des mineurs et qu'en fait, c'est pas qu'on est plus laxiste, c'est juste qu'un mineur est un enfant et que du coup, il est moins responsable de ses actes et c'est normal de le considérer comme tel. Donc de toute façon, en fait, tant qu'on s'attaque pas au haut de l'échelle du narcotrafic, on n'arrivera à rien et en fait, ça continuera de repousser. Je crois qu'on avait fait un peu le tour des questions. Oui, effectivement, Harmonie disait aussi, parce qu'on en avait beaucoup parlé déjà sur l'armement de la police municipale, hein, pardon de balancer Harmonie, mais il y a un vrai sujet aussi de céder sur des lignes rouges parce que on a aussi des habitants et habitantes qui mettent de plus en plus sous pression pour installer des caméras, pour armer les polices municipales, des policiers municipaux eux-mêmes qui ont un sentiment d'insécurité, justifié ou pas. Enfin, en général, j'aurais tendance à penser qu'il est surévalué et qui du coup reviennent au départ avec des revendications sociales et puis après avec une seule revendication sociale qui est donnez-nous un flingue. Et sinon, en fait, on se met en grève pour durée indéterminée avec les difficultés d'effectifs que je vous posais déjà. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu en difficulté quand on veut être élu dans une ville, alors qu'en fait, idéologiquement, on est plutôt contre. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ça, et j'allais dire aussi la diversité des territoires. Si je prends par exemple l'exemple de Strasbourg, Jeanne m'expliquait qu'elle, quand elle arrivait en poste en tant que maire de Strasbourg, elle avait une police déjà armée. Donc évidemment, politiquement, c'est très difficile de la désarmer. Moi, c'est pour ça que je suis contre l'armement de la police municipale, parce qu'une fois qu'elle est armée, on peut plus la désarmer. Et donc, du coup, on peut plus revenir en arrière. Mais raison de plus pour ne pas céder sur cette ligne-là quand la police n'est pas encore armée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais je crois qu'il y a à peu près. Bien sûr. Et d'ailleurs, la police municipale, à mon sens, devrait rester une police de proximité. Et on le voit avec ce phénomène d'armement massif des municipalités. La police nationale s'appuie un peu trop sur la police municipale et les policiers municipaux ont plutôt tendance à poursuivre des missions de répression parce qu'elles les considèrent plus intéressantes. Et donc, au final, les maires se retrouvent avec des policiers municipaux qui ont plutôt une fâcheuse tendance à appuyer la police nationale dans ses missions plutôt que de faire la police de proximité dans les villes. Je pense qu'il serait intéressant aussi d'entendre Harmonie parce qu'elle est intervenue dans le chat et elle pourrait nous en dire un peu plus sur le sentiment d'insécurité et des moyens recherchés pour qu'on soit un peu plus audible au devant de la scène médiatique. Mais je vous écoute. Tu pourrais nous en dire un petit mot? En fait, Harmonie est dans un train, donc ça va être très très compliqué. Euh, du coup, on pourrait poursuivre ce débat-là
parce qu'il y a quelque chose qui est très très intéressant et pour lequel aujourd'hui on- effectivement on a du mal aussi à apparaître, etc. C'est les questions aussi de protection des mineurs, notamment à travers ces phénomènes de violence. On l'a dit, il y a le sentiment, mais il y a aussi la réalité. Et la réalité, c'est que ces dernières semaines, on entend beaucoup à travers l'actualité dramatique des questions, notamment en Île-de-France, de bandes et qui s'affrontent. On en a eu aussi, nous, un cas à Marseille, où un jeune, en fait, est mort d'un coup de couteau, où il a couru quelques mètres et puis s'est effondré à côté de son établissement scolaire. La question du rapport à la violence de nos jeunes, qui est, sans verser dans l'alarmisme, est une réalité, malheureusement. D'après vous, comment est-ce que aujourd'hui les solutions globales et l'approche globale que nous, de toute façon, dans nos rôles respectifs, on a toujours prôné, c'est-à-dire le rôle de prise en charge, de prévention, d'accompagnement et surtout de retour des services publics là où ils ont disparu, notamment à travers des politiques volontaristes dans les quartiers populaires. Selon vous, si ce n'est pas un véritable phénomène, c'est un problème. Comment est-ce qu'on parvient aussi à s'occuper de ces sujets tout en étant crédible, mais aussi en trouvant des solutions qui soient suffisamment fortes pour pouvoir être entendues devant de la scène médiatique? Déjà en remettant de l'animation globale sur les territoires. L'animation globale, c'est alors nous on le connaît bien ce mot, hein, l'éducation populaire. Mais bon, l'éducation populaire, elle a un schéma euh, où elle doit obligatoirement évoluer. Et on a eu un désengagement total sur tout ce qui est l'animation des centres sociaux, la présence des travailleurs sociaux sur les territoires, des éducateurs spécialisés, et puis et surtout de la police de proximité et de ce qu'on appelait à l'époque l'UPU, l'unité urbaine de proximité, qui travaillait sur ces questions, sur ces petits phénomènes comme ça de violence qui pouvaient arriver par-ci, par-là sur les territoires avec les travailleurs sociaux et les animateurs du territoire, hein, des centres sociaux. Moi, je suis quelqu'un qui arrive aussi de l'animation globale. J'ai travaillé dans les centres sociaux en direction des jeunes. Et à l'époque, avec l'UPU, on montait, euh, on montait des actions quand il y avait ce qu'on appelait le feu quelque part ou un événement particulier qui pouvait avoir comme conséquence dramatique sur des jeunes qui avaient besoin d'être d'être dans de la revanche. Avec l'UPU, on arrivait à vraiment travailler sur ces questions-là. Alors, je dis pas avant c'était mieux, je dis simplement on doit avoir une politique de sécurité qui est liée à une politique d'animation globale sur le territoire. Et c'est peut-être là le, l'outil salvateur, quoi. Juste pour apporter un élément de précision, l'unité de prévention urbaine est une unité qui est née la première en France à Marseille, qui d'ailleurs beaucoup de dispositifs aujourd'hui liés à la prévention sont expérimentés dans notre ville au vu de la brûlante actualité et des difficultés dont on fait face. Et notamment aujourd'hui, nous avons un dispositif de policiers qui vont dans les collèges, dans les lycées, faire de la prévention et tenir des discours sur les questions de narcotrafic. Et donc, dans nos activités et nos travaux avec la préfecture de police, aujourd'hui le préfet de police sera absorbé par le préfet de région à Marseille, ça a été annoncé. On nous expliquait que ces dispositifs ensuite sont dupliqués, comme la question de l'opération Place Nette, à d'autres territoires en France. Mais l'unité de prévention urbaine, elle avait aussi cette vertu de connaître ses acteurs et d'éviter notamment les débordements et certains passages, on va le dire, hein, peut-être à tabac, de policiers qui se comporteraient mal à certains endroits, parce qu'on avait des interlocuteurs et, euh, et donc ça permettait quand même de réduire un peu ces phénomènes-là aussi.
Ou Morgane, si tu veux bien répondre à la question. Ouais, pour compléter un peu sur les questions de délinquance des mineurs aussi, enfin, c'est un peu le mythe de l'ensauvagement de la société, et de l'ensauvagement des jeunes, qui est un mythe, hein, comme je dis, ça reste quand même largement un fantasme. Je pointais le rôle des médias tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un effet, comme on a des médias en continu maintenant, il y a aussi un effet boucle qui nous donne une fatigue informationnelle qu'on a tous et toutes. C'est un peu, il y a l'éco-anxiété et puis il y a la socio-anxiété, je sais pas comment le dire autrement, et la sécurité-anxiété, parce qu'on a l'impression en fait que tout va mal et que bah, il y a un jeune qui se fait poignarder tous les 2 jours, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi un effet boucle médiatique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les réponses, elles doivent être plurielles. Là, je vais enfiler ma casquette d'ex-rédacteur et de victime au ministère de la Justice. Nous, ce qu'on essayait de pointer, notamment sur les violences faites aux mineurs ou sur les violences faites aux femmes, c'est qu'il faut que tous les professionnels amenés à être en contact avec les potentielles victimes soient capables de les identifier. Mais de la même manière, sur les problèmes de sécurité, c'est un enjeu. Je pense notamment quand j'étais enseignant aussi, la problématique du harcèlement scolaire et des rixes entre. Alors moi j'étais pas au collège, j'étais en élémentaire, donc ils sont un peu plus jeunes, les problèmes sont un peu moins grands. Mais en tout cas c'est un vrai sujet. On est assez démunis en tant qu'enseignant pour prévenir le harcèlement scolaire, pour le repérer aussi, parce que bah en fait quand on a 32 élèves par classe, tout se voit pas toujours, et puis en général les élèves qui harcèlent le font un peu à l'abri des regards, sinon c'est pas drôle. Et donc il y a ça. Et puis dernier truc aussi, moi je m'étais pas mal occupé au ministère de la Justice des victimes de traite des êtres humains. Tu parlais de prostitution tout à l'heure, on a tendance à tort à réduire la traite à la traite à des fins d'exploitation sexuelle, mais il y a aussi la traite à des fins de délinquance forcée, et pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les mineurs sont moins criminalisés. Sauf que le problème, c'est que on a des mineurs qui sont victimes de traite pour commettre des faits de délinquance parce qu'ils sont moins punis, et qui vont être identifiés par les forces de l'ordre, non pas comme des victimes de traite, mais comme des délinquants. Et donc, du coup, en fait, on prend le problème un peu à l'envers, parce qu'au lieu de traiter la situation d'emprise que certains mineurs peuvent avoir, enfin, je pense notamment, nous, on s'occupait des mineurs marocains de la Chapelle, enfin, dit mineurs marocains de la Chapelle, puisque la plupart sont d'origine marocaine, sont des mineurs isolés, en situation de polyaddiction, parce que la situation de rue est tellement dure que du coup, il y a aussi ce truc de mauvaise fréquentation et en fait de familles recomposées un peu qui se créent en France. Et c'est des mineurs qui sont extrêmement compliqués à prendre en charge parce que en fait, ça reste des bouts de chou, hein. Ils sont tout petits et ils sont tout jeunes, mais en fait, ils ont traversé la moitié de la planète souvent tout seuls, donc ils sont assez mûrs sur certains aspects, un peu moins sur d'autres. Et en fait, on n'arrive pas à les prendre correctement en charge tant qu'on n'a pas identifié qu'ils étaient avant tout victimes et sous emprise. Et du coup, en fait, tant qu'on ne traite pas ces questions au sens large et avec des professionnels pluridisciplinaires, on n'y arrivera pas. Si on fait qu'envoyer des policiers qui, en plus, sont mal formés, on passe à côté du problème et en fait, on n'y arrivera jamais. Alors, on pourra taper comme des bourrins et montrer les muscles à l'approche de chaque élection dans le populisme sécuritaire, mais ce sera d'aucune efficacité pour réduire la violence, qui est quand même l'objectif les politiques de sécurité, hein. C'est que chacune et chacun soit à égalité et en sécurité sur le territoire national. Et si je déplace sur le terrorisme, c'est pareil, en fait. C'est quelque chose que je défendais beaucoup parce que j'avais le dossier radicalisation quand j'étais au ministère de la Justice. Et en fait, c'est un dossier sur lequel, alors c'est très difficile à porter politiquement, mais moi je disais, ben, je m'occupais aussi des victimes d'emprise sectaire. Et en fait, sur la radicalisation, si on prend les processus de radicalisation chez Daesh auprès des jeunes, c'est des jeunes qui sont influençables, au passage souvent français, depuis plusieurs générations, pas forcément racisés, etc. Donc ça, c'est aussi un truc important à rappeler parce qu'on a aussi une tendance xénophobe en France à sur à surmettre l'accent sur la délinquance par les personnes racisées qui en fait est raciste. Est-ce que c'est pas forcément le cas? Si je prenais les VSS aussi en intrafamilial, ça touche toutes les classes sociales, tous les milieux, les drogues pareil. Enfin, il y a plein de sujets comme ça de sécurité où c'est beaucoup plus complexe, il n'y paraît. Et donc, du coup, ouais, il y a vraiment cette idée de réponse plurielle à apporter et surtout d'arrêter de faire fausse route en pointant, en analysant les problèmes et les causes en analysant pas les causes de l'insécurité. C'est un peu comme si j'essayais de prendre de la morphine pour soigner un mal de tête. Du coup, on y va au bazooka, alors qu'en fait, du coup, on résout pas du tout le problème d'insécurité originel, parce qu'en fait, on s'est trompé de méthode d'agir.
Et en gros, nous, c'est un peu ça qu'on essaye de défendre chez les écologistes, avec toute la difficulté d'être entendu, parce que par définition, dans le monde actuel, apporter des réponses complexes à des sujets complexes, bah, c'est rarement entendu. Et les gens ont un peu tendance à se jeter sur les solutions prêtes à penser, un peu efficaces bourrines, comme je disais, alors qu'en fait, elles sont inefficaces. Très intéressant. Et est-ce que, avant que nous quittions, et je suis désolé vraiment pour des questions qui ont été posées dans le chat et que je n'ai pas vues, j'ai été très très mauvais là-dessus. Euh, Avant que nous nous quittions, il y a la question finale finalement, euh, et qui a rythmé tout au long de notre débat, nos conversations. Comment est-ce que dans les prochains mois, à l'approche de la présidentielle, les partis de gauche peuvent-ils gagner la question médiatique sur ce sujet et le combat médiatique à mener face à l'extrême droite, face euh, à la droite qui prône systématiquement maintenant quasi les mêmes solutions euh, pour les mêmes effets. Et donc en quelques mots, pour clore ce débat, est-ce que vous serez capable, Maria, si tu veux bien commencer, de nous dire comment est-ce qu'on pourrait être efficace? Et, hein, compliqué quand on sait combien les médias vont rapidement sur des sujets et sur où ils nous amènent, ou enfin en tout cas sur les questions qui sont posées. Souvent, on doit répondre de façon très courte et, et presque dans l'obligation d'aller dans le sens de la question qui a été posée, quoi. Et puis l'ambiance qui sera, qui est et qui sera pendant ces élections sur ces questions effectivement de sécurité, avec un gros sentiment d'insécurité, puisque c'est comme ça que souvent le débat se pose et se traduit. Moi, je crois qu'avec ce que Morgane a expliqué sur le travail qui a déjà été fait pour en tout cas votre organisation sur cette question-là. Je le trouve, enfin, en tout cas, je trouve ça très fin, surtout intelligible. C'est-à-dire qu'on a compris, on voit qu'on a bien compris la situation, qu'on mesure à euh, à chaque point et à chaque fois euh, le, le, le sujet et comment y répondre. Alors, est-ce que de façon très synthétique, on arrive ensuite à l'exprimer, à le communiquer? Ben, c'est là est le défi. Et je crois qu'on a encore, même si on a le sentiment que c'est court, mais on a encore quelques mois pour pouvoir définir des mots, des postures, et puis de la fermeté sur ces questions-là, en exprimant cette volonté du redéploiement des services publics, cette question de l'animation territoriale. Tu disais, Morgane, que bien sûr qu'il fallait que les gens, pour qu'ils puissent sortir de ce sentiment d'insécurité, eh bien, refaire une place et permettre son accès de façon sereine, ben c'est important. Quand je vois dans les quartiers populaires, par exemple, où à la tombée de la nuit, eh ben, il n'y a plus de lumière hein, et c'est compliqué de circuler. Ben, là aussi, ça alimente le sentiment d'insécurité. Et si voilà, si on n'a pas cette politique globale de développement de l'animation globale, ça va être un peu compliqué de débattre face à des personnes qui prennent la moitié d'un sujet, qui ne développent pas et qui utilisent simplement des mots dans lesquels ils ne mettent pas de contenu. Alors que nous, il y a du contenu,
qu'il faut qu'on arrive à développer et et que le format médiatique ne le permet pas. Donc, il faut trouver, on a encore quelques mois, moi je suis souvent positive là-dessus. On a encore quelques mois pour pouvoir trouver voilà, avoir gagné en posture et gagner en mots définissant la manière dont on a envie de faire de la politique de sécurité chez nous. Et peut-être pour compléter, parce que du coup, Hassane, tu parlais de la présidentielle 2027, mais moi je disais que la sécurité, c'était un continuum à la fois parce que ça impliquait des réponses pluridisciplinaires, mais aussi à tous les étages. Et donc, du coup, faut pas oublier que la présidentielle, bon, certes, c'est l'alpha et l'oméga de la Cinquième République, mais c'est pas tout. Et même si c'est du régalien, la sécurité, ben, ça se fait à tous les étages, depuis la mairie jusqu'à l'Europe. Et donc, du coup, bah, il faut aussi qu'on se mette en capacité de répondre bah, à chaque échéance électorale. Bon, là, on sort d'une séquence un petit peu compliquée parce qu'il y a eu la dissolution, puis les européennes où en plus on a été un peu en échec. Mais du coup, là, on va avoir avant, bon, on n'est pas à l'abri d'une dissolution en juin prochain. Mais en tout cas, a priori, la prochaine échéance, c'est quand même les municipales de 2026. Donc, essayer de se mettre en capacité, je pense, en tant qu'écologiste, de parler déjà d'une seule voix entre nous, ce qui est déjà compliqué sur ces sujets-là, parce que c'est ce que j'expliquais, il y a une diversité des territoires de par leur histoire. Une des choses que me disait l'ancien adjoint à la sécurité de Bordeaux, par exemple, c'est que lui, il a hérité de 30 ans de droite à Bordeaux, puisqu'on a repris la ville à la droite, mais d'une police municipale qui était paradoxalement réduite à peau de chagrin et qui avait trois Pékins et deux tondus. Et donc, du coup, dans ces conditions-là, je manque de capacité d'action sur le volet sécurité au niveau de ma ville. Après, il y a la question aussi de l'approche unitaire, hein. On a bien vu que c'était une attente des électeurs et électrices. Je pense que ça va être compliqué de toute façon sur certains sujets, et notamment la sécurité, parce qu'on a des vrais désaccords à gauche avec certains partis. Enfin, si je prends la ligne d'Elga du Parti socialiste, c'est pas trop la mienne idéologiquement sur les questions de sécurité. Mais je pense qu'on aurait des divergences avec la France insoumise aussi. Évidemment, nous, se tenir prêts en tant qu'écologistes à avoir des réponses et un panel de réponses à tous les étages, ce que je disais, et puis derrière, en fait, s'en servir de base de négociation sur les approches unitaires pour les différentes élections. On l'avait fait pour la NUPES, hein. Il y avait aussi des désaccords qui étaient actés dans l'accord programmatique. Bon, autant que possible, on aimerait bien que ce soit nos idées qui soient reprises, mais en tout cas, de toute façon, on ne pourra pas les mettre en place si on gagne pas d'élection. Et surtout sur ce secteur qui est particulièrement régalien, où en fait, il faut surtout avoir les fonctions au niveau national, quoi. On a gagné des députés, donc c'est bien pour le législatif. Maintenant, il faut qu'on arrive à gagner des gouvernements. Voilà. Et qu'on n'ait pas peur d'aller sur ces délégations-là aussi dans les municipalités, hein. Moi, je vois là, on essaye de monter un réseau d'élus à la sécurité. Alors déjà, alors même que dans le parti, j'ai beaucoup d'experteux, on a beaucoup d'hommes qui ont ces délégations. Et puis en fait, globalement, les écolos prennent plutôt les délégations à la voirie, à la transition écologique, etc., ce qui est un peu normal. Mais du coup, ils vont un peu à reculons sur la sécurité. Ce que je peux comprendre aussi, parce qu'au niveau d'une municipalité, on est quand même assez limité dans ses compétences et ses moyens d'action. Alors même que les habitants vous le reprochent allègrement, puisque vous êtes l'échelon de proximité. En tout cas, merci beaucoup et pour toutes ces paroles et ce débat parce qu'il était passionnant et intéressant et ça nous montre aussi un chemin. Et je trouve qu'on a eu deux invités extrêmement d'une très très bonne qualité, de très bonne qualité et vos explications ont été éclairantes pour nous. Enfin, je peux parler, je pense pour toutes celles et ceux qui étaient dans le chat. Le chemin est encore long et je pense qu'on va pouvoir dans les semaines et les mois à venir battre campagne sur ces sujets, ces thématiques-là et ça doit être un sujet qui se doit d'être débattu, redébattu encore et encore pour que on puisse avoir la parole assez forte pour pouvoir défendre des points de vue qui, à mon sens, ont valeur et doivent être celles qui devraient être défendues par tous les partis de gauche. Voilà. Du coup, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Et si voilà, puis on n'hésitera pas de se recroiser à d'autres moments. Et n'hésitez pas à rejoindre la commission sécurité, du coup. On a besoin de cerveau. Plus on est de fous et de folles, mieux on réfléchit. Donc,
Soyez les bienvenus. Yes. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.